Je crois qu'on va d'abord vous montrer un tout petit clip de 2 minutes, à mon avis, qui est un petit récap général un peu des choses qu'on fait, qu'on a fait, pas pendant 25 ans, mais en tout cas pendant les quelques dernières années. Et ensuite, voilà, on va vous parler d'un peu tout, et de manière à la fois générale, et puis peut-être plus particulièrement vers la fin, sur les idées ou les objectifs qu'on a sur ce projet commun de Chaumet. En tout cas, je suis ravi d'être là. Merci. Merci. Est-ce que c'est peut-être j'essaie un peu démarrer le truc, mais c'est la première fois que tu collabores avec une école où il y a déjà eu des collaborations C'est une très bonne question. C'est la première fois, je crois. On a eu énormément, et certains parmi vous d'ailleurs, d'élèves d'école qui sont venus chez nous, et on accueille toujours beaucoup d'élèves d'école, mais je crois que c'est la première fois qu'on fait quelque chose avec une école, absolument. C'est un pari ou pas pour Ouais, c'est un pari, c'est une très très bonne idée, c'est une première, je crois que c'est très très rare. Vous avez beaucoup de chance, nous aussi. Non mais c'est vrai, je crois que c'est très rare d'avoir une collaboration sur un sujet vraiment concret et qui, on l'espère, débouchera sur un projet commun vraiment concret aussi. Donc c'est super. Moi je sais que c'était une volonté qui avait été très vite instaurée dans le dispositif et la relation avec Chaumet, c'est qu'il me semble important que les mécanismes de production, en tous les cas, soient communiqués très en amont, enfin, qu'ils soient en tous les cas pris en considération, pour que justement on s'approche, j'ai envie de dire, de la meilleure façon qui soit, qu'on nourrit cette collaboration de manière vraiment fructueuse. Et de vous avoir, c'était vraiment quelque chose qui était indispensable. Et d'ailleurs, ça va jalonner, j'ai envie de dire, même tout notre travail, puisque vous allez toujours avoir un œil. Et d'ailleurs, je veux remercier aussi Catherine, je ne sais pas si elle est là, je n'ai pas vu Catherine, et Guillaume Troncy, qui, depuis le début, en fait, ont tout de suite en fait, répondu présent à nos appels. Donc vraiment, ça, je voulais, je voulais remercier du professionnalisme qui s'est tout de suite, j'ai envie de dire, exprimé, manifesté auprès de nous. Comment tu te présentes aujourd'hui ?
C'est une bonne question. J'essaie de ne pas me présenter aujourd'hui. Non, mais là, je vais bien devoir le faire. Non, c'est une question qu'on me pose tout le temps. C'est un métier qui, effectivement, j'ai envie de dire, n'existait pas exactement quand je l'ai commencé. Il y a très 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 longtemps, entre les deux guerres, 42, 43, voilà. C'est un métier qui, à l'origine, voilà, je me présente comme designer, DA et producteur d'événements et de défilés, d'expos et de choses comme ça. Il y a très longtemps, quand j'ai commencé, la partie créative de ces choses-là était faite soit en interne par les designers et leurs équipes dans les maisons, soit quand c'était en externe avec de l'aide externe, c'était des bureaux de presse. Ça s'appelait des bureaux de presse. Les bureaux de presse faisaient la presse et faisaient la production des défilés. Il n'y avait pas de gens qui faisaient exactement que cela. Pas dans ce domaine-là, en tout cas. Et c'est vrai que voilà, moi j'ai commencé en tombant un peu dedans, en tombant un peu dans la presse aussi par hasard, parce que ça s'appelait comme ça, et en bifurquant assez immédiatement vers la partie uniquement créative et production, qui est celle qui m'intéressait, pour laquelle j'étais tombé dedans. Et en partie pour cela, je suis parti à New York très vite, parce qu'effectivement ici ça marchait bien, on m'avait mis dans un tiroir dans lequel il y avait de la presse, ça ne m'intéressait pas, ça ne me convenait pas, donc je suis parti ailleurs pour essayer de réinventer le tiroir, ce qui était plus facile là-bas. Et c'était inventé, t'étais staffé comment à l'époque? C'était... Je crois que ça l'est toujours inventé, pour être très honnête. La différence, c'est qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup d'aide. Mais on continue d'inventer, en tout cas, on essaye. Oui, c'était totalement improvisé, mais j'étais très très jeune. Je pense que j'avais l'âge de vous tous qui êtes là. Il n'y avait pas de... Voilà, maintenant, il y avait moins de règles. Enfin, c'est vrai qu'à l'époque, l'enjeu était moins important. Bon, déjà, mes clients n'étaient pas ceux que j'ai aujourd'hui, bien évidemment. Mais de manière générale, il y a 25, voire 30 ans, les défilés, même les plus grands, n'avaient pas l'enjeu qu'ils ont aujourd'hui, n'avaient pas le budget qu'ils ont aujourd'hui, les Fashion Week n'avaient pas l'importance qu'elles ont aujourd'hui. Donc c'était une époque dans laquelle il était peut-être plus facile d'inventer, de s'inventer et d'arriver en venant de nulle part. Je pense que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. La preuve, c'est que nous, on est encore là et qu'il n'y a personne d'autre qui est arrivé. Je pense que l'enjeu est beaucoup plus gros et le terrain est beaucoup plus compliqué qu'il ne l'était à l'époque. Et puis les maisons sont devenues toutes très très importantes. Les très grandes sont immenses, les moins grandes sont aussi déjà assez grandes. Donc ils ne prennent pas le risque, vu l'enjeu qu'il y a, de se laisser aller avec des gens qui continueront d'inventer comme je pouvais le faire moi à l'époque. Et maintenant, tu bénéficies d'une équipe conséquente, de 3 bureaux et tout ça. Et malgré tout, il y a des choses fondamentales que tu as maintenues depuis l'origine. J'ai envie de dire, j'espère toutes. Les choses fondamentales, c'est de faire ce qu'on fait avec passion. Enfin, c'est un métier qui j'espère est passionnant pour ceux qui choisiront de le faire, mais le fondement de base, c'est de le faire avec la même passion et la même énergie et le même perfectionnisme maladif peut-être qu'on a tous dans ce métier-là, qui est le même qu'on a au premier jour. Ça, c'est les fondements. Après, il y a des choses qui évoluent et qu'on fait mieux ou parfois moins bien, mais c'est un métier qu'il faut faire parce qu'on en a besoin, parce qu'on a profondément envie d'aller au maximum et de pousser le truc le plus loin possible, sinon ça n'a aucun intérêt en fait. C'est le seul intérêt, enfin c'est pas le seul intérêt, mais c'est l'intérêt principal. Mais justement, on regarde d'une industrie qui maintenant il y a 14 défilés dans une année, t'as quoi Oui, enfin à l'origine effectivement c'était un peu comme il y avait 2 saisons principales, maintenant il y en a effectivement beaucoup plus. Quand moi j'ai commencé, j'avais peur que ce soit un peu un métier de géo au Club Méditerranée. On fait l'été, on fait l'hiver, c'est le ski l'été. On avait mars et octobre. Maintenant c'est complètement fini. C'est vrai qu'il y a l'homme, la femme, il y a le prêt-à-porter, il y a la couture, il y a la croisière, il y a la pre-fall. Et puis il y a occasionnellement énormément de ce qu'on appelle nos repeat shows, qui sont des shows qu'on répète, mais que maintenant on essaie de transformer quand même, pour relancer ou pour lancer des nouveaux marchés en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, ou je sais pas où, en Amérique, ou n'importe où. Donc en fait, ça ne s'arrête jamais. C'est vrai qu'il y a plus vraiment de début et de fin. Cela dit, ça rend quelque chose, ça le rend plus intéressant. Puis surtout, ce qui est important aujourd'hui, c'est que c'est une époque vraiment charnière. En fait, une fois de plus, je pense que c'est la première énorme charnière que moi je vois depuis que j'ai commencé. Il y a eu des petites révolutions. Moi, j'ai commencé
il y a très longtemps, mais c'était le début des défilés de mode un peu, comme on disait, théâtraux et télévisés. C'était le début de la télé, enfin les débuts des défilés à télé. Encore, on en voyait à peine, mais je veux dire, c'était le tout début, les grands défilés de Gaultier, de Mugler, de Asdin. Ensuite, il y avait le début des Japonais, les grands défilés d'Yoji, de Comedy, etc. Moi, j'ai commencé dans cette période-là. Il y avait une première toute petite révolution qui était qu'effectivement ça s'ouvrait un petit peu au grand public. Ensuite, il y a eu l'Internet, évidemment, donc ça s'ouvrait un petit peu plus, mais enfin, ça restait encore assez restreint par rapport à ce que c'est aujourd'hui. Et il y a aujourd'hui la vraie révolution totale digitale qui est réelle, c'est-à-dire qu'en fait la technologie et les réseaux sociaux sont avancés à un tel point que tout ce qu'on fait est mondial, est universel, est global, est immédiat, et c'est technologiquement en train d'être rendu encore meilleur virtuellement que réellement. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où, peut-être pas le premier rang, mais à partir du deuxième, on pourra montrer mieux aux gens ce qu'on fait sur un écran qu'en live. Donc on est en train de démarrer un moment où on se pose vraiment la question de savoir si on fait des défilés pour des gens qui sont là. On sait qu'on le fait bien évidemment pour faire du contenu digital pour les réseaux sociaux, qu'on commence à arriver peut-être à ce que ce qu'on fait marchera encore mieux sur le digital qu'en réel, et surtout à commencer à se poser la question, enfin nous particulièrement, enfin moi très très particulièrement, à me dire et à vouloir pousser sur le fait qu'il faut qu'on réinvente totalement le système des Fashion Week, que d'avoir 1000 personnes qui font toutes les villes pour voir tout le monde, ça n'a finalement plus vraiment de sens, c'est un coût gigantesque, ça donne des contraintes créatives et financières au défilé qui n'ont plus trop lieu d'être, et que finalement ces 1000 personnes-là, elles n'ont plus besoin d'être là. Certaines ont besoin d'être là, pas nécessairement tout le temps, pas nécessairement partout, il y en a trop de toute manière, et quand on n'est pas là, on le voit aussi bien, voire mieux. Donc ça ne change rien du tout, donc je pense qu'il faut réinventer le système, et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc passer finalement à de la communication plutôt que un événement qui communique. Ça a toujours été de la communication. Enfin, les événements qu'on fait sont des événements live qui servent à la communication de marques de luxe et de mode et qui servent à faire rêver. Moi, je suis persuadé qu'il faudra toujours créer un événement live pour faire rêver. C'est la différence entre les marques de luxe et les autres. C'est cette partie de rêve-là qui est un peu intangible, qui fait la différence entre le produit de luxe et la grande création et le reste. Et je pense que ça aura toujours lieu. Ce dont je ne suis pas sûr, c'est qu'on a besoin de ces 1000 gens qu'on a depuis un demi-siècle, dans tous les défilés, tout le temps. Je ne pense pas qu'on en ait besoin, je pense que ça c'est fini. Je pense que ce relais médiatique de presse traditionnelle de mode et grand public, comme on le faisait il y a des décennies et des décennies, n'a plus besoin d'être, n'existe pratiquement plus, est totalement relayé par les réseaux sociaux. C'est génial, comme dans toutes les professions créatives, qu'il y ait une espèce de jury qui est des professionnels qui sont plus à même d'être écoutés et de donner leur avis. Je pense que ça existera toujours, mais que le format exact de la Fashion Week tel qu'on la connaît, il a plus lieu d'être aujourd'hui. Et on est en train de le révolutionner. Et l'avantage pour les gens comme nous, c'est que quand on n'aura plus la contrainte de dire il faut qu'on soit à Paris, New York ou Milan, tel jour à telle heure, et dans le centre pour 1000 à 1500 personnes avec tant de budget, mais qu'en fait on fait ce qu'on veut et qu'on propose ce qu'on veut, et qu'on repart à zéro complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a un brief de défilé d'une marque ou d'un designer, on commence à se reposer toutes les questions et se dire est-ce qu'on devrait vraiment être à Paris ou à New York ou à Londres ou à Milan ou je sais pas où? Est-ce qu'on devrait vraiment être en mars et pourquoi pas en mai, juin, juillet? Est-ce qu'on devrait vraiment avoir 1500 personnes qui sont ces gens-là et donc ou même 500 personnes quand c'est une croisière avec 500 chambres d'hôtel de luxe à proximité? Non, tout ça c'est le début de la fin. Enfin, c'est le début de la fin, et surtout c'est le début d'autre chose. C'est ça qui est génial, c'est que c'est le début de se dire un jour, pour des raisons une fois de plus créatives et de communication, on va créer un événement, on va créer une chose, un spectacle, un show, enfin quelque chose de vivant, d'extraordinaire, qui sera le sujet du contenu digital pour lequel on le fait, que la majorité des gens ne verront qu'en digital, mais qui fait rêver parce que c'était vrai. C'est pas un défilé virtuel, c'est pas un événement virtuel. Les choses, elles sont vraies, elles resteront vraies. Et je suis persuadé qu'il y aura toujours des événements vrais, live, et qu'il faudra toujours, pour faire rêver, faire du live. On fait pas rêver en virtuel, ça c'est un truc qui est sûr. On a tous essayé. Le défilé en 3D avec le truc machin qu'on met que sur Instagram et qui a jamais eu lieu, il fait rêver personne et tout le monde s'en fout. Il y a pas à tergiverser. En revanche, le défilé, on montre là quelques derniers exemples, mais des défilés comme, alors évidemment, des grands défilés comme Saint-Laurent, Saint-Laurent Homme par exemple à New York, ça voyage énormément, ça crée un buzz énorme, néanmoins il n'y a qu'une
n'y a pas énormément d'invités, enfin il y a peut-être 800 ou 1000 personnes, je sais pas, mais il y a peut-être une centaine de personnes uniquement qui est de la presse internationale. Le reste, ce sont des gens. Et néanmoins, parce que c'est créativement libre, il y a un buzz incroyable. Ou un exemple encore plus pertinent est évidemment le défilé qu'on a fait avec Simon Jacquemus, je ne sais plus quand c'était, en juin, dans les champs de lavande, que je pense tout le monde a vu. C'était un défilé qui est l'exemple de tout ce que je dis. C'est quand il veut, où il veut, s'il veut, avec qui il veut, avec pratiquement personne, avec très 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 peu de gens professionnels, enfin en tout cas très peu de gens du public traditionnel de défilé. Je pense qu'il y avait 10% seulement de notre public qui était le public qu'on appelle traditionnel, la presse internationale. Le reste, c'était des amis et des... Voilà. Ouais. Et néanmoins, ça a évidemment fonctionné. Ça a fonctionné, ça a créé un buzz incroyable et absolument partout. Donc je pense que c'était la réussite d'un exemple de dire effectivement on peut pour des motivations plutôt créatives et inventives aller où on veut quand on veut. Et si c'est bien fait, ça aura sans doute le même effet qu'un défilé de Fashion Week qui est beaucoup plus cher et beaucoup plus compliqué. Après, j'ai l'impression que dans cette optique-là, je me suis fait une réflexion. On a reçu Peter Saville il y a quelques temps ici. Et c'était très bien, mais ça sera aussi bien avec toi. Non, en fait, je me suis fait une réflexion en reparcourant ton livre, et qui compile finalement tout ce travail depuis maintenant de nombreuses années, même si tu es totalement projeté dans le futur, j'ai bien compris. Mais je me suis dit finalement, toutes ces créations qui sont extrêmement singulières, qui sont très marquées, qui sont très typées, qui finalement sont ton empreinte, parce que finalement, si on n'a pas même les collections qui défilent, les dispositifs sont déjà très singuliers. Et en fait, Saville nous disait, il s'est toujours projeté dans une dimension artistique, et finalement, parce qu'il a créé des pochettes en n'ayant pas connaissance de la musique pour laquelle elles étaient faites. Et finalement, cette conjonction, cette juxtaposition de deux créations génère une esthétique. Et j'ai eu le sentiment que je me suis demandé quelle pouvait être l'interaction que tu pouvais avoir avec les designers, les DA dans les maisons de couture, parce que ce que tu dois faire, je pense, de manière, ça n'existe pas la plupart du temps, ce qui va être dedans. Alors, non, effectivement, complètement, ce qui va être dedans n'existe pas encore, parce qu'on travaille parallèlement et conjointement pendant qu'ils font leur collection. Maintenant, c'est très au cas par cas. Ta question sur la disque, qui devait être le cas pour Peter et les artistes avec lesquels il travaille aussi. Il y a effectivement des designers avec lesquels on travaille. Bon, d'abord, c'est une relation souvent de longue haleine. Il y a des gens avec lesquels on travaille depuis très 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 longtemps. Et en général, quand on commence à travailler avec une maison, un designer, c'est pour longtemps. Parce que comme toute relation, j'ai envie de dire à la fois créative et profonde, il faut approfondir avec le temps. Il y en a qui sont très précis dans ce qu'ils veulent, il y en a qui sont très abstraits dans la manière de le dire et d'autres très concrets dans la manière de le dire. Et il y en a qui, au même titre que Peter, c'est pas qu'ils sont pas précis, c'est que même on démarre presque très avant eux et qu'il n'y a aucun lien avec ce qu'il y aura dedans, à part ce que nous on sait évidemment, on imagine du designer, au même titre qu'on pourrait le faire d'un artiste musical ou autre. Il y a des gens comme Victor Enrolf, qu'on voit là, avec lesquels on a travaillé pendant, je sais pas, ça fait 20 ans maintenant, ou 18, qui ont une émotion précise qu'ils veulent transmettre, et parfois un thème précis qui se définit en un mot. Ils disent je veux un truc d'insécurité, et peut-être on fait comme une prison, ou on veut un truc on veut faire un défilé sur la critique des réseaux sociaux et de l'époque, et puis c'est tout, c'est ça le brief. De même que pour Hussein Chalayan, avec qui je travaillais pendant près de 20 ans, c'était très 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 abstrait, très sociopolitique, etc. Il y en a d'autres comme Raph Simons, c'est pas lui là, mais bon, qui sont extrêmement précis et qui disent je veux exactement ça comme ça, et qui viennent se mettre avec nous à quatre pattes à regarder chaque centimètre carré 24 heures sur 24 pour voir comment c'est fait. Et d'autres, je sais pas qui est derrière moi là tout à coup, et d'autres entre deux. Donc j'ai envie de dire, l'un des immenses avantages du métier qu'on fait, c'est qu'il y a une très grande diversité entre les clients, parce qu'à la fin ce sont des clients, mais bon, entre les designers et les maisons pour lesquelles on le fait, c'est une diversité qu'on nourrit nous énormément, c'est-à-dire qu'on s'assure de cette diversité-là, on essaye toujours de ne jamais avoir en même temps de relations importantes avec deux designers qui se marchent trop dessus, pour pouvoir comprendre leurs spécificités et les aider au maximum dans notre métier à nous, à aller vers ce qu'on croit qu'ils sont. Et parfois on peut se planter, mais à la fin c'est vrai que quand on démarre une relation, on apprend à se connaître, quand on démarre
un projet, un défilé, une exposition. On ne voit rien encore du défilé, on a des mots d'inspiration, on a parfois des boards d'inspiration, mais on ne voit évidemment rien de la collection jusqu'à la fin, puisqu'elle n'est pas faite. Et on essaye de travailler ensemble sur ces inspirations, ou parfois, je vois John Galliano là, ou parfois l'un contre l'autre. John, c'est quelqu'un avec qui on a travaillé pendant plus de 15 ans, enfin depuis, je sais plus, c'était il y a 20 ans, mais je ne sais plus quand il est parti de chez Dior. John Galliano était quelqu'un de très, très, très différent de moi, on s'entend extrêmement bien, très baroque, assez historique, extrêmement historiquement cultivé, ce qui était beaucoup moins mon cas. Et quand on s'est rencontrés, qu'il nous a appelés, c'était pour que je lui amène le contraire de ce qu'il se pensait qu'il est. Quelque chose de très moderne, de très futuriste, de très minimal, de très abstrait, et surtout pas narratif, ni historique comme il le faisait. Et on a commencé à bosser comme ça ensemble, et on a bossé pendant de nombreuses années comme ça. C'est pas qu'il me disait pas ce qu'il faisait, c'est qu'il me disait ce qu'il faisait pour que je le fasse pas. Donc on s'assurait d'être l'un contre l'autre, mais ça marchait super bien, c'était hyper complémentaire. Donc voilà, il n'y a pas de règle. C'est vrai que et c'est hyper important en fait. C'est un autre des trucs fondamentaux de mon métier, enfin de notre métier, c'est qu'il faut d'abord tout le temps reprendre du recul. Je pense qu'il faut apprendre à tout le temps critiquer et s'autocritiquer en premier, mais de critiquer les autres aussi et critiquer tout ce qu'on a autour de soi, et accepter qu'il faut qu'il n'y ait pas de règles, et que quand il y en a, il faut les casser parce qu'elles ne servent à rien, parce qu'à ce moment on rentre dans un format et dans des règles, on va s'ennuyer soi-même et on va ennuyer encore plus les autres. Donc c'est hyper compliqué de ne pas tout le temps se répéter. Le premier outil ou le premier moyen de s'assurer de ne pas se répéter, c'est de casser les règles, à mon avis. Tu dis à ce titre-là que un des principaux risques, c'est des fois de ne pas aller suffisamment loin, justement dans ces shows, et que... En fait, c'est quoi tes moyens d'évaluer finalement le ressenti qu'on peut avoir sur un spectacle, enfin sur quelque chose de vivant? Écoute, bizarrement, sur quelque chose de vraiment vivant, c'est-à-dire pour le coup, un défilé, c'est vraiment vivant. C'est un spectacle qui a lieu une fois, qui dure maintenant moins de 15 minutes, qu'on a à peine répété, voire pas du tout, et qu'on refera jamais. Donc c'est à l'inverse d'activités semblables dans le théâtre ou dans la musique ou dans les arts vivants. C'est le plus éphémère de tous. L'avantage de ça, c'est qu'en fait on le sent tout de suite. Enfin, moi, quand on démarre un show, déjà, quand les gens rentrent dans la salle, selon ce qu'on a créé comme ambiance, on sait s'il y a un truc qui prend déjà un petit peu ou pas. Et au moment où on démarre, pourtant, moi, généralement, je suis derrière. Avec mon équipe, celui qui a envoyé les mannequins, donc je suis complètement derrière. Je ne vois pas le public ni le show. Mais je sens immédiatement, au moment où ça commence, si le truc, il prend ou pas. Et quand la première fille qui est partie revient, ou garçon, je vois sur eux si tu sens qu'il y a une émotion qui se crée, qu'il y a un contact qui se fait ou pas. Je vais être honnête, c'est pas tout le temps le cas. On essaye que ce soit tout le temps le cas, et c'est de plus en plus dur parce que par définition, on a un public qui est hyper blasé. Comme je disais, c'est les mêmes depuis que j'ai commencé. Hein, et moi, ça fait Mathusalem. Ils sont là depuis très 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 longtemps. Si nous, on fait beaucoup de défilés où ils en voient 10 fois plus, voire 100 fois plus. Donc, ils voient des dizaines de shows par semaine, des centaines. Et une fois de plus, à l'inverse de spectacles vivants dans le théâtre ou la musique, où on a des gens qui ont payé, qui sont fans et qui ont rêvé de venir voir ce que vous faites. Là, on a des gens qui généralement rêvent de surtout pas être là. Ils rêvent d'être partout sauf là. Donc c'est très 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 compliqué. C'est pas compliqué, c'est juste parfois très frustrant. Et c'est vrai que ça prend pas toujours, mais qu'en général, on fait tout pour que ça prenne. Et la réponse à ta question, je pense, c'est l'émotion. En fait, un truc qui a marché, c'est un truc qui est émouvant. Enfin, d'une manière ou d'une autre, mais qui t'a touché quelque part. Au moment de la conception et de la pré-production, c'est totalement intuitif. C'est possible, hein. C'est pas que intuitif, c'est pas vrai. Il y a, alors j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de règles ni vraiment de formule. En revanche, il y a des outils, il y a des ingrédients. On a tous nos outils, nos ingrédients. Je suis sûr que c'est le cas pour vous tous. On est meilleur à certaines choses qu'à d'autres. Il y en a qui savent cuisiner du sucré, d'autres du salé, et qui utilisent plus ci que cela que cela. Nous, on a au bureau Betac, effectivement, après une quantité de choses, on peut parler de style, je sais pas, mais on a des outils de prédilection. Et pour répondre à ta question, pardon, c'est pas complètement spontané, c'est qu'on y réfléchit, c'est-à-dire qu'on a un objectif, on essaye d'analyser les raisons de faire ce qu'on fait, est-ce que c'est un défilé, une expo, pour qui, pourquoi, on analyse la marque ou le designer, on analyse ce qu'il est, ce qu'il était, ou s'il était déjà quelque chose, ou ce qu'on pense, ou ce qu'il pense qu'il devrait être, ou vers quoi il devrait aller, et on met tout ça à plat, c'est-à-dire qu'on se dit, ok, c'est une continuité,
un défilé de mode ou une expo, etc., c'est quelque chose qui commence une histoire ou qui s'inscrit dans l'histoire déjà de la maison. Même quand c'est pour faire des ruptures, elles sont calculées quand il y a un changement de designer. Donc ce n'est pas que intuitif et spontané. C'est d'abord, il y a quelque chose qu'on identifie ou pas, mais en tout cas, moi j'essaye d'identifier ce que je veux dire, là où je veux aller, ce que je pense qu'eux attendent, ce que je pense être la spécificité de la maison du designer qui est la plus intéressante, de manière continue depuis toujours et de manière ponctuelle depuis cette fois-ci, c'est-à-dire la collection présente. Il y a toute une série d'éléments que j'aligne comme ça, de choses que j'essaye de dire, et ensuite je réfléchis aux outils qui je pense sont le plus appropriés. Est-ce que c'est par du minimalisme, est-ce que du formalisme, est-ce que c'est pas quelque chose d'extrêmement fort et très théâtral, au contraire quelque chose d'extrêmement calme et très minimal? Est-ce que c'est principalement avec de la lumière, ou avec du son, ou avec les deux? Enfin bon, il y a quand même un petit peu de réflexion. C'est pas que à la fin ça démarre intuitif, ça finit intuitif, mais au milieu il y a quand même du travail, quoi. Il y a un petit peu de réelle analyse et avant d'arriver à la fin du truc. Il y a eu des shows plus marquants que d'autres qui ont fait progresser ta manière de travailler Oui, je pense, oui, bien sûr. Enfin, il y en a, oui, il y a évidemment des shows desquels on se souvient le plus que d'autres. Mais une fois de plus, que je disais tout à l'heure, plus que des shows, c'est des histoires, je crois. C'est-à-dire que dans l'intérêt d'une histoire, c'est même que dans l'histoire, tout soit pas du même niveau ou apporte pas la même chose. Donc moi, il y a des shows qui, évidemment, me tiennent plus à cœur, qui sont très bêta, comme on dit au bureau, qui sont très, 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 très moi. Il y en a d'autres qui sont un travail, évidemment, fait pour la maison et le designer, mais qui nous ressemblent parfois moins, mais dont on est ravis aussi. Et puis maintenant, on a grandi, donc il y a des shows qui sont les shows qui sont vraiment plus les bébés de tous les créas et de toute l'équipe en général du bureau Betac. Donc il y a différents types de shows qui nous tiennent à cœur pour différentes raisons. Mais c'est vrai que moi, de manière générale, je suis très attaché à l'histoire. Donc en fait, même ceux qui m'intéressent moins, parfois je leur trouve après, a posteriori, une raison d'être dans l'histoire qu'on a créée avec la maison. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on aime bien les longues histoires. Nous, on a fait, enfin Dior, ça fait plus de 20 ans. Je sais pas, Viktor & Rolf, ça fait plus de presque 20 ans. Il y en a beaucoup comme ça. Enfin, même des moins importants, mais Rodarte, ça fait, je sais pas, 12 ans. Enfin bon. Il y a des très très longues histoires, et parfois dans les histoires, il y a des shows desquels on se souvient plus que les autres, mais parfois on se souvient plus que les autres parce que le show d'avant, c'est important ça aussi, parce que le show d'avant était peut-être pas fait exprès, mais était moins important que celui d'après. Et ça a permis à donner un tremplin à celui d'après. Et je pense que c'est encore plus valable aujourd'hui. Il y a une espèce de course effrénée qui est hyper dangereuse. Le rythme, pas que de la mode d'ailleurs, en l'occurrence, de tous les domaines dans lesquels je pense auxquels vous touchez vous et dans lesquels vous pouvez être. La mode est peut-être le pire d'entre tous, et c'est peut-être celui qui a donné le mauvais exemple de la course effrénée à la quantité annuelle de production et de démonstration et de fabrication. Mais aujourd'hui, si on regarde les semaines de l'art, il y en a autant, voire beaucoup plus, des importantes, je parle. Parce que la mode, on dit il y a 1 milliard de Fashion Week, mais c'est pas vrai. Il y a 3 très très grosses qui, dans l'ordre, sont Paris, Milan, New York, et Londres qui est on and off en fonction des décennies. Puis les autres, c'est pas des. Après, il y a 1 milliard d'autres Fashion Week auxquels aucun des gens qui vont dans les 4 là vont. Dans l'art, c'est pas vrai. Dans l'art, il y a beaucoup plus de Art Week que 4. Et dans la musique, il y a une production énorme, etc. Il y en a partout. Mais c'est vrai que donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut faire attention, je crois, à pas accepter cette course trop naïvement. À un moment donné, si on rentre dans la course, peut-être qu'il y a des moments où il faut mettre un coup de frein et dire alors soit j'y vais pas, soit j'y vais mais je fais autre chose, soit je vous ai donné une espèce de truc du cirque 24-24, 7-7 pendant chaque truc. Ben là, je vais rien vous donner du tout. Et tant mieux. Enfin, il y a des fois, c'est bien de se reposer 2 minutes aussi. Je dis pas ça pour nous, mais je dis ça pour l'œil de tout le monde et pour le regard. Et voilà, je pense qu'on fera plus rêver si on essaie de faire rêver 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il y a un moment donné où il faut faire un petit peu moins. Un petit peu moins. Mais alors, justement, dans tes perspectives futures, où finalement le site ou la location finalement prend peut-être un peu moins d'importance, enfin, si je comprends bien. Est-ce que malgré tout, ça n'ôte pas un peu de magie ou d'éphémère à la... Est-ce que tu serais amené à produire? Tu remettais un peu en question. Non, pas du tout. Au contraire, je pense qu'il y aura au contraire, ce que j'essaie de dire, c'est j'essaie de préparer le terrain pour tout le monde, pour dire qu'après autant de
décennies de Fashion Week importantes et de défilés importants dans les Fashion Week, il est temps de se réinventer. Et une des solutions pour se réinventer, pour garder l'intérêt et pouvoir se diversifier, ce sera d'aller ailleurs. Donc, comme je le disais, ça fait 50 ans qu'on va à Paris, Milan, New York et Londres. Enfin, New York, ça fait 15 ans que ça existe, New York. Avant, c'était Paris, Milan, Londres. On continue. D'ailleurs, on a la chance, je crois, on y travaille énormément. On arrive, grâce au talent, évidemment, des nouveaux designers avec lesquels on travaille, grâce aux nouveaux talents qu'on a la chance d'avoir chez nous au Bureau Vitac, on continue, j'espère, de surprendre et d'inventer et de satisfaire le public et de se satisfaire nous-mêmes. Mais c'est vrai que ça devient dur de trouver des nouveaux endroits. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer, qu'on va arrêter, mais ça veut juste dire que si on ouvre le débat, enfin plutôt si on ouvre nos possibilités au reste du monde entier, on va pouvoir tout à coup avoir un nouveau souffle qui viendra de tout ce qu'on pourra aider à faire découvrir et faire partager. Et que un des moyens de faire ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'accepter qu'il n'y a pas nécessairement toujours les mêmes tout le temps au même moment. C'est tout. Si on prend la liberté de dire on n'a plus besoin de vous, 500 ou 1000 journalistes importants, et on n'a plus besoin d'être nécessairement tel jour à telle heure, parce que finalement la production d'abord... L'origine des défilés des Fashion Week, c'est quand même qu'il y a des collections qui se faisaient, il y avait l'été, l'hiver, il fallait présenter 6 mois avant pour que les acheteurs puissent voir et acheter et que les marques puissent produire, il fallait présenter 6 mois avant pour que les journalistes puissent le voir, le digérer, le mettre en tendance, le shooter et l'imprimer. Tout ça, c'est fini, on n'imprime plus, on fabrique des trucs qui sont mis dans la boutique demain et il n'y a plus d'acheteurs dans les défilés depuis très très longtemps de toute manière parce qu'ils ont autre chose à faire et que c'est pas fait pour eux, parce que la moitié de ce qu'on met sur le podium, il n'est pas nécessairement vendable ou acheté. Donc c'est un exercice uniquement de communication, on le sait parfaitement. La communication, elle est principalement dédiée à créer du contenu digital, on le sait aussi, qui est immédiat et mondial. Donc quand on a accepté tout ça, on peut se dire qu'effectivement, on peut aller où on veut, quand on veut. Et c'est juste, ça ne veut pas dire qu'on arrêtera d'être ici, mais ça veut surtout dire qu'on pourra se donner cette liberté de créer des choses complètement nouvelles et complètement différentes, comme on l'a fait par exemple avec Jacques Mus, hors saison, hors calendrier, hors Paris, New York, Milan, hors tout ça. C'était un prototypage quasiment de cette intention. Ouais. Absolument, enfin qui existe aussi depuis assez longtemps maintenant avec les grandes maisons comme Chanel et Dior et Vuitton et je sais pas, j'en oublie autres, qui font des cruises qu'on appelle les défilés croisières qui sont au printemps et qui eux sont généralement pour les grands un voyage mais qui est très 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 cher et qui a l'air totalement inaccessible pour les plus petites maisons. Alors que l'exercice qu'on a fait avec Jacques Mus c'était justement un autre genre d'exercice qui lui pour le coup est accessible à tout le monde. Bon. Faut que je te parle de lumière, manifestement. Je crois que c'est quelque chose qui irradie. Pareil, ouais. Je sais pas, il y en a derrière moi, la lumière, il y en a au-dessus de moi et au-dessus de vous. Nous, on était plus modestes. Hein, d'ailleurs, on n'a pas forcément... On a fait des défilés sans lumière, hein, pour parler de lumière. Jacques Mus, il n'y a pas de lumière du tout. Je sais, c'est une lumière du jour. Ah bah oui, on n'a pas rajouté de lumière. On fait des défilés entièrement à la bougie aussi. Entièrement à l'écran, entièrement, enfin voilà, il y a plein de donc effectivement la lumière c'est alors je parlais d'outils tout à l'heure. C'est vrai que c'est peut-être un de mes outils de prédilection depuis toujours. Je crois que ça m'a obsédé depuis que j'étais tout petit. Sans doute ça continue manifestement, il semblerait. C'est un des outils principaux. Enfin les deux outils évidents, on va dire, les deux moyens évidents de créer quelque chose de vivant, c'est d'abord il faut l'éclairer et puis c'est la lumière et le son. Les deux m'intéressent énormément, mais c'est vrai que la lumière donne d'immenses possibilités dont on ne verra, je pense, jamais la fin. Donc, et c'est vrai que c'est quelque chose auquel je suis très attaché et avec lequel j'ai énormément travaillé, énormément joué pour faire un peu tout et n'importe quoi. Et je pense qu'on peut faire tout et n'importe quoi avec la lumière. On peut dire ce qu'on a à dire en images, en vibration, en couleurs, en forme, en architecture, on peut faire des dessins, on peut écrire des mots, on peut dire des choses, on peut faire des émotions bizarres, on peut rendre les gens heureux, on peut les rendre tristes, on peut faire peur, on peut faire plein de trucs avec la lumière et de plein de manières différentes. Donc c'est vrai que nous on l'utilise, comme on voit sur plein de trucs derrière moi, beaucoup. Déjà, il y a toujours de la lumière. En fait, moi je pars aussi du principe, c'est un peu un principe de base aussi, un peu utilitaire, de me dire parfois, j'ai fait beaucoup de décors, là on voit des très vieux Dior avec John Galliano, genre il y a 15 ans, plus même, il y a presque 20 ans, ça va être en 2000 ça.
Et parfois, c'est parti pas que d'une obsession de la lumière nécessairement, mais juste de partir de principes fondamentaux très simples. Dans les nécessités, les choses qu'il faut qu'on amène, il faut mettre de la lumière pour éclairer le sujet, pour éclairer ce qu'on va montrer. Il faut mettre du son, enfin il ne faut pas d'ailleurs nécessairement, mais si on décide de jouer de la musique, il faudra mettre du son pour la jouer. Et parfois, je pars du principe fondamental et me dire c'est ça qui va me servir de décor pour commencer. Et c'est vrai que très souvent, plutôt que de dire on va dessiner un décor et mettre de la lumière dessus pour l'éclairer, je me suis dit on va le fabriquer avec la lumière qui éclairera le sujet. Et c'est parti de pensées aussi simples que celle-là, sans plus de calcul que ça en fait. Mais c'est vrai que je pense que c'est infini et qu'on peut continuer d'inventer plein de trucs. Manifestement, la lumière, c'est important. Et justement, entre le lieu, l'image, le son, j'ai envie de dire même la performance, parce que finalement, ça fait aussi énormément partie du registre. Le point de départ, qu'est-ce qui peut être une source un peu intarissable d'inspiration ? Je pense que tout est une source intarissable d'inspiration pour le coup. Après, chacun a ses sensibilités propres. Moi, j'ai la chance déjà d'avoir une vie assez variée, agréable et palpitante. On travaille un peu partout dans le monde, donc on voyage beaucoup, donc on voit beaucoup de choses, on voit beaucoup de gens. Je pense qu'il faut ouvrir les yeux tout le temps. Et voilà. Alors aujourd'hui, on peut en plus chercher 24 heures sur 24, évidemment sur Google, tristement, ou sur Internet ou sur n'importe quoi. Et c'est assez génial. Il faut faire attention parce qu'il y a plein de trucs qui ne sont pas encore arrivés. Donc c'est bien aussi d'aller repuiser dans des vieux moyens, comme les vieux bouquins, et les vieux, enfin vieux, ils n'ont pas besoin d'être vieux, mais les bouquins tout court. Mais la réalité, c'est que la source d'inspiration, elle est n'importe quoi tout le temps. Enfin, faut qu'il n'y ait pas de règle là-dessus non plus. Et dans mon cas, moi, il n'y en a aucune. Et maintenant, quand tu dis, alors il y a effectivement l'acte vivant, la performance, la chorégraphie. On parlait de lumière, mais la lumière en soi, c'est qu'un tout petit début. Il y a l'outil, il y a la lumière qui l'émet, et puis après il y a la manière dont on l'utilise et la manière dont on la chorégraphie. Ce qui, moi, m'a toujours tenu énormément à cœur et très important, c'est pas juste la lumière, c'est ce qu'on appelle le cueing, c'est la synchronisation entre la lumière, l'action, la musique et les effets spéciaux, qui est un autre truc qu'on aime bien, on en voit là par exemple. C'est des boules de savon remplies de fumée. Donc quand elles explosent, il y a de la fumée qui sort. Ça aussi, c'est très vieux, ça, de Galliano, il y a 10 ans. Ça, par exemple, c'est un mélange de mousse et de laser, donc ça fait une espèce de neige qui est un peu iridescente. En fait, je sais pas, il y a savon après savon, d'ailleurs. Là. C'est de la mousse aussi, faite avec de l'eau et du savon. Et ça donne une iridescence assez dingue, comme l'huile sur le goudron sous le soleil. Donc, ce qui est hyper important, c'est effectivement de jouer avec le tout, de chorégraphier tout ce qu'on peut, de prendre la main sur tout ce qu'on a. Une fois plus, tout est un outil. La lumière en est un, le son en est un, au-delà de la musique qu'il joue, la musique ou les effets spéciaux, et évidemment la performance, c'est-à-dire l'acte humain, qui est quelque chose sur lequel moi j'ai beaucoup aimé travailler dès le début, de me servir des mannequins comme de gens vivants auxquels on peut demander énormément, qu'on peut chorégraphier énormément, que ce soit pour des choses très simples comme ce qu'on voit la plupart du temps, ou parfois très compliquées comme on a fait longtemps par exemple chez Hussein Chalayan ou chez... Hussein est le meilleur des exemples, j'ai envie de dire. Mais parce que c'est un tout qui crée l'émotion. Parfois c'est des gens qui marchent très vite et parfois c'est une fille qui s'arrête et qui reste là pendant une éternité, on ne sait pas pourquoi, et tout à coup il y a une espèce de dérangement qui fait qu'on crée une émotion aussi. Et pour venir à la lumière, la lumière n'est pas une fin en soi, c'est-à-dire qu'il faut aussi il faut la prendre comme quelque chose de vivant et avec lequel on peut jouer, avec lequel on peut s'accorder, avec lequel on peut dire plein de choses. C'est une des choses on le voit nous dans nos enseignements, qui est la plus difficile à qualifier. Enfin, on essaie toujours de même travailler des spécialistes mais finalement c'est très impressionniste. Alors, comment justement pour arriver à un résultat, c'est travaillé en interne, comment c'est qualifié, comment c'est dessiné éventuellement, Alors aujourd'hui, on a les outils pour dessiner évidemment chaque fois mieux et plus, ce qu'on fait beaucoup. On a des gens super. On a déjà une équipe de designers au bureau qui elle-même est géniale et sait servir des outils. Puis on a aussi des gens externes qui font
des renderings en 3D, qui font des animations. Quoi qu'il y a des fois aussi où on a envie de revenir en arrière et qu'on fait des aquarelles ou des trucs comme ça. Enfin, une fois de plus, il y a pas de, ça dépend, il n'y a pas de règle. Et la lumière, non, c'est compliqué la lumière. Alors par contre, c'est pas compliqué pour nous de se la dire entre nous, même si parfois ça donne des mots et des jargons assez surréalistiquement extraordinaires. Par contre, c'est très 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 compliqué à expliquer aux designers ou aux clients. Et d'ailleurs, parfois, ça donne lieu à des grosses frustrations ou des discussions très 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 compliquées, effectivement. C'est vrai que c'est un sujet qui est le plus abstrait de tous, parce que la musique, on peut en parler avec des mots abstraits, puis après, à un moment, on la met, on la fait écouter, elle est là. La lumière, on peut pas, elle sera jamais là. La lumière de ce que vous voyez comme exemple là, c'est des défilés Saint-Laurent à la Tour Eiffel. On fait des tests, quand c'est des grandes maisons comme ça, on prend le temps, quand on commence très très tôt, et qu'on essaie de montrer des choses très compliquées techniquement, on fait des petits tests de quelques dizaines de mètres carrés, donc c'est pas si petit que ça, dans des entrepôts. Mais même, je veux dire, l'effet lumineux de l'accumulation de lumière qu'il y a sur un runway de 100 mètres de long, par exemple, devant la Tour Eiffel, et ce qu'on montre en test sur 10 mètres ou sur 5 mètres n'a strictement rien à voir. Là, il y avait des milliers de sources lumineuses, par exemple. Quand on en voit un dixième ou un centième, plutôt, on peut imaginer, mais on n'arrivera jamais à ce que donnera ça. Mais ça, c'est un peu aussi la joie et la magie de faire ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'effectivement, comme je disais, c'est éphémère, c'est hyper court, ça n'a lieu qu'une fois. Et en plus, il y a une prise de risque et en même temps grande surprise, c'est-à-dire que moi effectivement j'ai peut-être j'ai toujours eu une tête qui était faite un peu pour ça, donc je peux dans ma tête visualiser et essayer d'exprimer assez bien ce que donnera ce truc-là, mais ce truc-là, quand on l'explique en mots, c'est vrai qu'il est compliqué. Maintenant, celui-ci précisément, pour l'expliquer mieux, parce que ça marchait pas suffisamment en mots, on a fait des animations. Là, on fait des animations 3D où on fait bouger les lumières sur l'écran et on comprend un petit peu ce qu'on verra. C'est combien de temps, enfin, c'est une question un peu bête, mais c'est combien de temps en moyenne pour préparer un... Non, c'est pas une question bête. Une fois de plus, ça dépend lesquels. Les plus grands, il y en a qu'on démarre, comme les Saint-Laurent, j'ai envie de dire, la minute où on pose le casque au défilé d'avant, on pense déjà à celui d'après, ou les Dior, ou les shows comme ça. Les shows annuels, comme les croisières, on les démarre parfois, je parle pas nécessairement du design, mais en tout cas, l'idée vague de où, quoi, on essaie de la démarrer un an avant, c'est-à-dire à la fin de celui d'avant, en fait. Maintenant, il est arrivé qu'il y ait des shows assez importants qu'on ait complètement changé ou commencé d'imaginer un mois avant, enfin, ce qui est parfois un peu assez ultra risqué, voire un peu suicidaire, mais on l'a fait. La montagne de fleurs qu'on a fait pour Dior il y a quelques années à la Cour du Louvre, que vous avez vu passer tout à l'heure, je crois, qui était assez iconique. Tout le monde disait pourquoi telle fleur, machin, le delphinium, et la presse écrivait est-ce que c'est pour Delphine Arnaud, etc. Non, c'était en delphinium parce qu'on s'y est pris 3 semaines avant et que pour trouver 1 million de fleurs identiques en Hollande chez tous les éleveurs de fleurs du monde, la seule qui pouvait pousser dans les délais, c'était celle-là. Et c'est tout, la réponse elle est là. Et ça a marché, et c'était très très bien, mais parfois il ne faut pas chercher trop loin. Donc voilà, il n'y a pas trop de règles non plus. Nous, on préfère démarrer le plus tôt possible. Ce qui est très compliqué aujourd'hui dans notre métier aussi, c'est la quantité, on l'a dit tout à l'heure, de défilés. Donc il y a beaucoup de compètes, on va dire, entre tout le monde, entre les gens comme nous qui faisons les défilés, on n'est pas beaucoup, et entre les designers et les maisons, ne serait-ce que pour avoir les endroits. Donc nous, par exemple, on a des gens qui travaillent toute l'année sur les endroits, dans toutes les villes du monde où on va faire des shows, tout le temps. Et il y en a, on les book, on les met en exclu pour des années, etc. On ne sait même pas pour qui, c'est qu'on prend des trucs. Il y a des lieux sur lesquels on a travaillé, mais j'ai envie de dire pendant 10 ans. Du Grand Palais, quand il a réouvert la première fois, il y a 10 ans, on essaie d'être les premiers pour Dior, des lieux qu'on a fait récemment, le parvis du Trocadéro, le parvis du Troca pour Saint-Laurent, ou des endroits comme celui. Enfin, on travaille un peu sur les endroits pendant très 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 longtemps, puis après on voit qui on met dedans. Ouais. Ça nous arrive aussi. Maintenant, le défilé en lui-même, le concept, le design et la finalité, parfois elle arrive très tard. Très très tard, où elle change 2 milliards de fois jusqu'à d'arriver à un truc qui peut arriver très tard. Ouais, très bien. J'ai une petite question avant peut-être qu'on passe au public, parce que je pense qu'il y aura peut-être pas mal de questions. Moi je connaissais surtout les défilés, et puis finalement, je reviens à Chaumet quand Jean-Marc Mansveld on a évoqué des possibilités. M'a parlé donc du bureau Betac. Moi, je ne connaissais pas finalement cette activité qui était plus liée finalement à de l'exposition, j'ai envie de dire une mise en lumière d'un patrimoine ou de pièces de collection. Et donc,
finalement, se passe la question de l'humain dans l'espace, quoi. Donc là, manifestement, il y a une mise en scène dans les défilés. Et là, en fait, on va mettre en place des choses qui sont inertes, qui sont figées. Par contre, on va devoir faire défiler malgré tout un public et le conduire. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de cette facette-là de la mise en scène et de l'inerte versus le mouvement. Ça, c'est la grande question. Je ne vais pas donner la réponse à tout de suite parce que sinon, vous n'aurez plus rien à faire. Ce ne serait pas drôle du tout. C'est une grande question, l'exposition. Alors déjà, l'exposition, elle a évolué aussi, comme tout le reste. Pour moi, l'exposition aujourd'hui, je pense que ce soit une exposition artistique, entre guillemets traditionnelle, ou une exposition de marque, comme ce dont on est en train de se parler là, je pense que pour être rendue attractive oui, pour être rendue attractive, il faut l'aborder totalement différemment. C'est vrai qu'on a commencé à en faire en se disant comment on peut rendre plus interactif et plus vivant une exposition. C'est vrai qu'à l'origine, on fait marcher des talents, on va les appeler comme ça. On assoit un public et regarde des gens qu'on a mis en scène et qui bougent dans un domaine qu'on a créé et qu'on contrôle. L'exposition, c'est effectivement le contraire. C'est le public qui va se promener dedans et l'exposition, elle ne bougera pas. Quoique, elle peut bouger aussi. Mais je veux dire, il y a quand même des contraintes physiques qui sont un endroit fixe dans lequel un grand nombre de gens vont circuler pendant un temps qui n'est pas 1 heure, mais qui peut être au moins 1 mois, ou 2, ou 3, ou 6. On a, nous, toujours voulu l'aborder quand même avec un événement, l'aborder avec un aspect vivant. Moi, je pense que dans une exposition, on peut déjà casser certains codes de calme, de lumière trop basse. Une fois de plus, il y avait des raisons à tout cela. La lumière, les anciennes techniques de lumière ne pouvaient pas être trop fortes sur des anciennes œuvres, surtout quand elles sont peintes, parce qu'elles altèrent la peinture, ou sur même de la mode, parce qu'elles altèrent la teinture ou le tissu. Aujourd'hui, on a des nouvelles technologies qui nous permettent d'être plus forts sans altérer rien du tout. Après, le son, je pense que ça, c'était juste par... je pense que c'est des coutumes sociales et historiques aussi, je veux dire, de parler tout bas, de ne pas faire de bruit, de ne pas faire de son. Là, quand on présente une marque aussi prestigieuse et artistiquement respectable soit-elle, avec des créations modernes et anciennes d'ailleurs, il n'y a pas de raison de se dire, tiens, on va aussi pas mettre de son. Donc moi, je pars du principe déjà qu'on peut mettre du son, on peut mettre de la lumière. Donc déjà, ça casse un peu tous les vieux codes des expositions. Après, on peut mettre ce qu'on appelle, nous, le cueing, ce que j'ai tout à l'heure. On peut mettre de la chorégraphie dans le son et la lumière. On peut faire qu'il se passe des choses. Et puis aujourd'hui, on peut mettre de la technologie, de l'interaction, de l'interactivité. C'est-à-dire qu'on peut créer des situations où effectivement le public devient lui-même performeur, talent. Il peut activer de la lumière, il peut activer du son, il peut activer du mouvement. Il peut se voir dedans, ne plus se voir dedans. Il peut se voir avec, on peut le mettre dedans. Enfin, une exposition de marque, entre guillemets, on part du principe qu'à la base, il s'agit déjà d'un public intéressé par la marque en question. Quand il s'agit d'une marque de vêtements ou de bijoux ou de beauté, ce sont toujours des choses qui ont attrait, enfin qui ont quand même affaire à sa personne, à soi. C'est pas juste un tableau qu'on regarde extérieurement, c'est quelque chose qu'on a envie de rapporter à soi. Donc moi, je me dis que si on avait envie de le rapporter à soi, peut-être qu'on devrait essayer de s'amuser avec ça, de se le mettre sur soi. Alors se mettre sur soi une bague historique qui coûte quelques millions, c'est compliqué, ou une bague ou autre chose, d'ailleurs un bijou ou une création, mais après il y a des moyens techniques, technologiques ou techniques très anciens. Il y a des vieilles techniques de théâtre qu'on s'amuse à utiliser assez souvent, qui permettent de jouer avec ce genre de choses-là. Puis il y a quand même un autre point qui est très important, duquel on n'a pas encore beaucoup parlé. J'ai dit qu'on était dans la nouvelle révolution la plus importante que moi j'ai jamais vécue, qui est la révolution du social media, comme on dit, des réseaux sociaux, qui veut dire que ce que nous on fait comme métier est principalement voué à être vu sur un petit écran dans la paume de sa main et à créer du contenu digital. Mais l'autre chose très importante quand on parle d'exposition, c'est que, je ne sais pas comment le dire gentiment, l'une des motivations principales du grand public aujourd'hui d'aller quelque part est de fabriquer son contenu digital. C'est pas juste d'aller voir un truc, c'est d'aller voir un truc et de montrer qu'on l'a vu et surtout de créer un truc génial qu'on peut poster. Donc c'est de la création de contenu aussi, c'est de la création de contenu généralement selfie, ou en tout cas dans laquelle on est, où on sera à un moment où c'est pas juste montrer qu'on l'a vu parce que ça pourrait être la photo de n'importe qui, mais être sûr que ce soit la sienne. Donc il faut penser à ça dans une expo aujourd'hui, mais d'ailleurs dans tout, c'est pas que dans une expo, même dans les shows aujourd'hui, on crée des situations qu'on appelle nous le selfie moment, avant et après.
Donc on sait que les gens ils vont shooter le show, mais cette photo-là, tout le monde peut la faire, tout le monde l'a vu. Ce qui compte vraiment, c'est la photo d'eux, c'est la photo de soi dans le truc pour montrer qu'on y est allé. Et pas que pour montrer qu'on y est allé, et pour créer, parce qu'on s'est tous pris à ce jeu-là, créer ce contenu qui est exclusif. C'est pas juste parce qu'on est dedans, mais il est exclusif parce on est les seuls à avoir pu le faire. Donc dans les technologies qu'on utilise, enfin c'est pas que des technologies, dans les idées qui nous motivent aujourd'hui dans les expositions, il y a évidemment de montrer ce qu'on a montré, mais aussi une grande partie même s'il y a beaucoup de création aujourd'hui, qu'elle est extrêmement rapide, en tout cas nous, on a toujours, quand on crée une exposition, beaucoup à montrer de choses qu'on a déjà vues. Toujours. J'allais dire, c'est un peu le b.a.-ba. Il est très très rare. On n'a jamais fait une exposition sur une collection qui est dans la collection. Ça s'appelle plus une exposition. C'est une installation, c'est un showroom, ou c'est un show. Voilà, on le fait aussi. Quand on fait une exposition, il y a généralement un parcours historique. Donc il y a des choses que tout le monde a vues, peut-être pas 1000 fois, mais enfin qui ont existé, que ce soit des œuvres d'art ou des bijoux, je sais pas quoi. Donc moi, je pars aussi du principe que si on a déjà beaucoup vu quelque chose, il est peut-être temps de réinventer la manière de le voir. Que ce soit un bijou ou une œuvre d'art. Les œuvres d'art, ça fait pareil, ça fait 50 ans qu'on les monte sur des murs blancs dans des galeries. Il nous arrive aussi de faire des scénos pour des œuvres d'art et de se dire peut-être qu'il est temps justement de tuer le mur blanc et de faire quelque chose qui n'a rien à voir. Pareil pour les bijoux, il y a eu beaucoup de scénographies magnifiques d'ailleurs, mais très classiques. Moi, je pense qu'il faut s'enlever toutes les barrières et qu'il faut surtout se dire que un des autres particularité du moment, c'est qu'il y a tellement, ce qu'on disait avant, il y a tellement d'expos, il y a tellement de productions, il y a tellement d'images, il y a tellement de films, il y a tellement de shows, il y a tellement de tout, que ce ne sera jamais ni le premier ni le dernier. Si c'est votre premier, en tout cas, ce ne sera pas le dernier. Donc c'est pas grave. Il ne faut pas avoir peur de merde, j'ai pas montré le truc parfaitement, tiens, il y avait un petit rubis derrière, celui-là on l'a pas vu. On s'en fout, on le verra la prochaine fois. Faut pas essayer de tout. Je pense que moi, dans la vie, il ne faut jamais essayer de tout faire et tout satisfaire à la fois. Qu'il faut avoir peur de rien et qu'il faut se dire, tiens, pourquoi ils vont venir ceux qui vont venir au début? Déjà, il y a un peu de com. Qu'est-ce qu'on peut faire comme première image qu'on va donner au lieu ou à la maison ou à je sais pas qui pour faire la com de ce truc-là, pour vous attirer, pour venir. Après, il y a une fois qu'ils sont dedans, qu'est-ce qu'on va leur donner à faire et à voir que eux vont pouvoir poster et vont pouvoir faire voyager comme image qui va donner envie à tout le monde d'y aller. Et après, il y a le troisième truc. Quand tout le monde est en train d'y aller et tout le monde vient, qu'est-ce qu'on va donner pour renouveler un petit peu cette image-là pour qu'ils ne fassent pas tous la même? Et ça, c'est des trucs assez importants et qui sont, à mon avis, des éléments nouveaux dans la création d'une exposition de bijoux, parce qu'on parle de Chaumet, mais à vrai dire de n'importe quoi. Je pense qu'aujourd'hui, on doit tout réinventer, mais surtout se dire qu'on a plus de liberté qu'avant, parce que la prochaine exposition Chaumet aura peut-être lieu 1 an ou 2 plus tard. Et 1 an ou 2, c'est rien. Donc c'est pas grave. Et que là, c'est la première, d'ailleurs, en matière de collaboration. Je parle de tout ça, je ne sais pas s'il y a des gens de Chaumet ici, non ? Non, ils sont à Shanghai, je crois. Ah oui, peut-être. Je pense que c'est important pour tout. C'est important pour un show, pour une expo et pour n'importe quoi. Qu'on est dans une... Alors, c'est pas pour dire qu'il faut bâcler les choses et qu'il faut les faire plus vite, mais je pense que c'est un fait qu'on a plus de liberté créative à s'accorder du fait que la durée de vie de tout ce qu'on fait est beaucoup plus courte. Et que non seulement elle est courte quand on fait quelque chose, mais qui sera refait demain. Qui sera représenté demain, que les archives des grandes maisons, quand on bosse sur des expos, nous, ce qui nous arrive donc assez souvent, on le fait on l'a beaucoup fait pour, j'ai des trous là, on l'a fait pour Dior, on l'a fait pour Tiffany, on l'a fait pour Fendi, on l'a fait pour, je sais plus, Chaumet, on l'a fait pour Chaumet, oui, enfin bref, il nous arrive assez régulièrement de ne pas réussir à avoir les archives qu'on veut parce qu'elles sont déjà en train de voyager ailleurs. C'est pour vous dire à quel point c'est prisé. C'est-à-dire que ces trucs-là passent leur vie à voyager maintenant et à te montrer tout le temps. Donc, on peut, à mon avis, à moi, se permettre de les montrer différemment. Et je pense que c'est presque c'est même un devoir aujourd'hui. L'autre chose qui est différente aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'interactivité avec le public. Le public, il faut le faire participer. Il ne faut pas qu'il soit juste derrière un truc à regarder et à faire ça que pour soi, parce que ça marche plus comme ça, parce qu'on a tous envie de participer, on est tous ultra stimulés, et pour être attiré et pour être satisfait une fois qu'on y est, je pense qu'il faut qu'on soit ultra demandé et donc amené à participer. Donc en fait, il s'agit presque plus de créer un cadre d'interaction ou de... Oui, pas plus, mais en tout cas en partie. Je dis pas que tout doit être un manège géant parce que c'est pas non plus la foire du trône, mais j'ai vu que ça c'était
au LACMA de Los Angeles que dans les politiques d'acquisition d'œuvres, le potentiel d'instagrammabilité des pièces Absolument. était pris en considération par... Ouais, c'est dur à dire, mais bon, en même temps, peut-être que... Voilà, je pense qu'il faut s'accorder qu'aujourd'hui, Instagram est sans doute le plus grand et le plus important de tous les médias, indéniablement. J'imagine que dans les décennies précédentes, l'un des critères d'acquisition devait être la médiatisation, la possible médiatisation des œuvres, qu'elles soient... aujourd'hui, c'est l'Instagrammabilité, mais c'est vrai que nous, c'est un des points... Enfin, c'est même pas un des points cruciaux, c'est un b.a.-ba, c'est un truc auquel on pense même plus, c'est-à-dire que c'est la base de tout ce qu'on fait. Je pense que quand on démarre un projet aujourd'hui, on ne peut que penser constamment à son Instagrammabilité, du début à la fin. Et la nouvelle Instagrammabilité, en plus, c'est la vidéo. C'est-à-dire qu'on a passé les premières années d'Instagram en photo, c'était super. Maintenant, tout le monde s'en fout de la photo, c'est un peu la fin, malheureusement. Maintenant, il y a la vidéo, puis la durée a grandi. Et la vidéo, c'est plus drôle, c'est l'action. Enfin, il y a Snapchat aussi, il n'y a pas qu'Instagram. Il faut du mouvement. Et c'est vrai que, moi, j'ai pas lu les termes du LACMA, mais on est souvent, nous, approchés par des institutions, soit des développements immobiliers gigantesques en Asie, soit des institutions artistiques ou autres, qui aimeraient en fait avoir ça 24 heures sur 24, c'est-à-dire qui voudraient du mouvant semi-éphémère, ultra instagrammable en mouvement. Je pense qu'effectivement, pendant longtemps, les grands développements de grands lieux ont acheté des œuvres d'art instagrammables. Ça, c'était il y a 10 ans, 5-10 ans. Donc des grands Capour, des grands Causes, des grands... c'était des sculptures qui ne bougeaient pas, tout le monde faisait sa photo devant. Des grands Koons, etc. Aujourd'hui, ils veulent un truc qui bouge. Ils veulent tous un truc qui bouge, parce qu'en vidéo, alors on peut faire des boomerangs, des Snapchats comme ça, mais en fait c'est encore mieux s'il y a quelque chose qui vous fait bouger vous, qui fait bouger le truc, comme ça il y a une raison de faire une vidéo. Et ça aussi c'est quelque chose auquel on pense nous quand on fait une expo, qui est un peu le contraire de ce qu'était une expo dans le temps, à mon avis. Donc finalement, si je résume, il s'agit presque plus de savoir comment est-ce qu'on va exposer le visiteur, presque que les pièces en elles-mêmes. Non, plus, je pense pas qu'il faille aller déjà jusqu'à là. Cela dit, oui et non. Enfin voilà, dans les concerts aujourd'hui, il y a de plus en plus on éclaire encore plus qu'avant le public par moment pour être sûr qu'on a le selfie, parce que sinon ils font la photo du chanteur, ils s'en foutent. Non, pas plus. Mais en tout cas, c'est absolument, je pense que c'est à prendre en considération. Maintenant, une fois de plus, faut écouter ce que je dis, et puis il faut le casser, et puis revenir au fait qu'il n'y a pas de règles. Donc il n'y a pas de règles. Donc même si je dis tout ça, il est possible que je vous dise tout ça aujourd'hui, et que dans 3 mois, on se dise putain, on va faire une expo, vous savez quoi, elle va être toute lisse, toute blanche, dans le noir, il y aura juste des petits trucs qui bougent pas. Les gens, on va leur mettre un masque où ils n'ont pas le droit de parler, un truc dans les oreilles où ils peuvent rien entendre, et on va leur prendre leur téléphone à la porte. Et ce sera génial. Et on le fera aussi. Enfin, je veux dire, je pense qu'il n'y a pas de règle. Là, on parle de généralité, on parle de l'évolution des temps dans lesquels on est, et effectivement des choses auxquelles nous on pense quand on démarre un projet tel qu'on le fait tous les jours de notre vie aujourd'hui. Mais il nous arrive aussi très souvent d'avoir fait tout ce qu'on vient de se dire, d'arriver à un machin, de le regarder, de se dire c'est nul, enfin c'est nul, c'est ni nul ni pas nul, c'est rien, ça ne nous intéresse pas, on l'a déjà vu, et on va le mettre à l'envers, et tout à coup on regarde le dos et on se dit c'est génial, et c'est ça qui m'intéresse, et c'est tout le contraire de ce qu'on vient de se dire. Donc il faut quand même garder de toutes les manières cette liberté-là. Mais c'est vrai que pour en revenir quand même à notre sujet précis de Chaumet, c'était Chaumet la lumière, mais enfin on va dire déjà Chaumet tout court, je pense qu'il faut arriver avec toute cette liberté-là. C'est vachement bien de regarder tout ce qu'on a fait, tout ce qu'ils ont fait, de regarder les expos de bijoux d'ailleurs en général, pas que les leurs, mais de se dire que c'est ni la première ni la dernière, ni de eux ni de personne, et qu'il faut se donner la liberté, surtout du fait que c'est une première, à mon avis, pour en tout cas une grande maison, dans un endroit important comme ce qu'on fait là, de faire une collaboration avec vous, avec des gens plus jeunes, avec une école, avec des gens qui peuvent justement amener une fraîcheur que peut-être eux n'auraient pas trouvé tout seuls, évidemment, et nous non plus. Enfin, c'est ça tout l'intérêt de cette collaboration, et c'est vraiment l'objectif premier à mon avis, c'est de partir d'assimiler les contraintes, mais qui sont minimes. Il y a quelques contraintes quand même. Les quelques contraintes d'une exposition de bijoux, c'est qu'effectivement, il faut une circulation, c'est un endroit public. Si on vous dit la salle, il faut qu'il y ait 100 personnes devant, il faut qu'on puisse laisser les 100 personnes devant. Et encore,
Vous pouvez aussi dire à un moment donné, les 100, on va faire un truc qui fait que ça dure tant de secondes ou de minutes dans la pièce d'avant, qui fait que dans la pièce d'après, ils passeront à 30, et celle d'après, ils seront de nouveau 100. On s'en fout, en fait, à la fin. Voilà, après, il y a des bijoux qui ont de la valeur, il faut les protéger. Bon, c'est pas très compliqué, encore. Je dis ça sous réserve, parce qu'il y a des fois où nous, ouais, ça peut être très compliqué, en fait, d'ailleurs, de protéger, soit parce qu'il n'y a pas les moyens de le faire élégamment, et que ça coûte très cher, mais même ça, il nous est arrivé pas pour les bijoux, pour de la mode, de dire voilà, une robe de grande valeur, pour ne pas la toucher, on peut la mettre derrière une vitre, ou on peut la mettre très loin, on peut créer des obstacles, on peut mettre, j'en sais rien, on peut créer d'autres manières de protéger quelque chose. Donc je pense qu'il faut assimiler les peu de contraintes qu'il y aura, et être capable de les challenger aussi, parce que dans les contraintes, parfois, il y a des contraintes d'ailleurs qui sont très répétitives dans nos métiers. La quantité, un client en général qui dépense beaucoup d'argent croit que la quantité c'est important. Il faut montrer beaucoup de robes, il faut montrer beaucoup de bijoux, il faut que ça dure plus longtemps. C'est fini, une fois de plus, tout ça c'est fini, on s'en fout. Je veux dire, limite un jour, on peut faire une bijou. Enfin voilà, c'est pas vrai, c'est pas vrai. S'il y a une pièce dans laquelle il y a un bijou et que ça crée une émotion, une image et un buzz qui fait qu'il y a la queue pendant 6 mois pour cette pièce-là, parce que c'est ça qui aura attiré tout le monde, ben c'est génial. Et les 20 ou les 50 autres ou les 10 autres qu'on aura enlevés, on les montrera la fois d'après. Je pense qu'il faut, moi, challenger absolument toutes les règles, y compris toutes les contraintes qui sont données par vos clients quand vous en avez. En fait, je ne m'étais pas trompé en titrant la conférence, créer l'événement. En fait, c'est la seule chose qui compte, et finalement, c'est d'arriver à trouver un point de singularité qui fait que on veuille le vivre, en fait. Oui, je ne sais pas si c'est le mot événement, mais en tout cas, oui, je pense qu'il faut. Ce qui compte, c'est valable pour tout. Je veux dire, aujourd'hui, il faut une vraie raison d'aller vers quelqu'un ou vers quelque chose, ou que ce soit le choix de ce qu'on mange, de ce qu'on écoute, de ce qu'on lit, de ce qu'on va voir, parce que c'est encore plus compliqué, là, il faut y aller. Donc, je ne sais pas si événement, c'est le mot. Enfin oui, je ne sais pas si événement c'est le mot, mais dans événement il y a vie. Et effectivement, il y a vie, il y a vivant. Un événement c'est vivant. Et le fait d'aller soi-même, amener sa personne et son corps quelque part, c'est quelque chose de vivant. Et effectivement, enfin en tout cas moi j'ai des formations professionnelles totales du vivant. Donc c'est peut-être un peu pour ça que je suis là, et c'est peut-être un peu pour ça qu'on est tous là, parce que nous on est arrivés à faire des expositions en partant du vivant, et on s'est dit que si on était venu nous voir, il fallait, pour peut-être pas décevoir, mettre du vivant dedans. Maintenant, ironiquement, moi j'ai commencé en faisant des photos, donc il n'y a pas moins vivant que ça. C'était totalement en 2 dimensions, hein, des trucs comme ça là qui bougent pas. Et c'est vrai qu'assez rapidement, j'ai décidé, mais très très rapidement, et très 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 jeune, de maîtriser la photo en faisant ce qu'on photographiait plutôt que la photographie de ce qu'on voit. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il faut maximum, en tout cas, essayer de donner une raison vivante aux gens d'être venus de manière vivante dans ce que vous leur proposez. Bon, bah écoute, merci beaucoup. On va t'amener à se revoir, manifestement. Merci à vous. C'est pas pour la poster, je peux faire une photo de vous vu d'ici, parce que vous me parlez du processus et du vu de l'autre côté, mais personne ne le voit de l'autre côté. Celui-là, il marche bien dans le noir. Super. Celle-ci, je devrais vous poster. Les bras. Attends, comme ça. Ah, waouh. Merci beaucoup, Alexandre. Ben, je vous en prie, merci à vous, merci beaucoup, et puis j'espère à bientôt sur Chaumet, entre autres. Merci.